Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Foot Normand, soyez les bienvenus pour l'épisode 11 du débrief qui aura la particularité d'être tout simplement le dernier de l'année 2024 et oui, on boucle 12 mois formidables passés à vos côtés, à vous raconter chaque lundi ou presque les histoires de nos équipes de National 2 et de National 3. Généralement, je garde mes remerciements pour la fin de l'émission, exceptionnellement, je les glisse au départ pour être sûr que tout le monde les reçoive bien. Merci à nos contributeurs et merci à vous qui nous suivez toujours plus nombreux sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Voilà, les remerciements sont passés, on va pouvoir se plonger donc dans un programme très copieux pour ce dernier épisode de l'année. Alors, je vous précise aussi quelque chose, il reste une journée de National 2 qui sera jouée la semaine prochaine, mais nous traiterons les matchs un par un, y compris le match de rattrapage en National 3 du Grand Quevilly FC. Tout ceci ne figurera pas dans un débrief à proprement dit. Je viens de vous parler de National 2, c'est justement le chapitre par lequel on va commencer cette émission. Et avant le choc du week-end dans le groupe B de National 2, on va s'intéresser à nos deux formations pour l'instant assez mal en point dans leurs groupes respectifs. Je parle bien évidemment de l'AS Villers et de l'US Granville, relégables avant leur rendez-vous du week-end. Les deux formations évoluent à domicile. L'AS Villers contre la lanterne rouge du groupe C, Aubervilliers. L'US Granville recevait de son côté Dinan-Léon, une autre formation qui devrait certainement lutter pour son maintien un petit moment dans le groupe B de National 2. Que s'est-il passé pour nos deux formations? La réponse avec notre acolyte Thomas Bèze. Dans ce duel de match classé du groupe C de National 2, l'AS Villers qui doit absolument prendre des points face à Aubervilliers à domicile. Et ce sont les joueurs de la Côte-Florie et de Mohamed Tazamouche qui vont bien débuter la rencontre avec Omar Conté dès la 11e minute de jeu, qui reprend ce ballon et qui vient ouvrir le score d'une petite reprise de l'extérieur du pied droit. On va revoir tout ça au ralenti, mais voilà de quoi mettre les Villersois sur des bons rails. Omar Conté qui reprend ce ballon au premier poteau. Le score qui aurait pu être doublé quelques minutes plus tard avec ce ballon sur coup franc. Aubervilliers qui va également attaquer. Il va falloir un grand Gaëtan Boirou pour repousser les assauts franciliens. Et la plus grosse occasion pour les joueurs de la Côte-Fleurie, elle est maintenant avec ce bon décalage et cette frappe qui est repoussée par le gardien de Aubervilliers. À la 39e minute de jeu, ce qui devait arriva avec ce ballon dans la surface de réparation et la tête de Noah Camara pour remettre les deux buts à égalité. Libre de tout marquage, il y a sans doute une erreur de communication. Au retour des vestiaires, l'AS Villers qui manque de tranchant à l'image de cette action, cette frappe qui est trop écrasée. Aubervilliers qui pense reprendre l'avantage dans cette rencontre avec ce ballon qui est repoussé une première fois par Gaëtan Boirou et ensuite repris par l'attaquant, mais une position de hors-jeu est signalée. Il va falloir un grand Gaëtan Boirou dans les derniers instants avec cette frappe qui est repoussée une première fois et captée ensuite. Une double parade magnifique, peut-être un dernier danger sur ce ballon. Le centre qui est contré et monsieur l'arbitre qui va mettre un terme à la rencontre. Un but partout. L'US Granvillès doit absolument engendrer des points et c'est un match compliqué face à Dinan-Léon qui attend les coéquipiers de Paul Rollet. Et ce sont d'ailleurs les Bretons qui vont se procurer la première occasion avec ce bon centre-tir repris par Paul Rollet, justement, juste en dessous de sa barre transversale. La réaction granvillaise avec cette récupération. Et on se projette vite vers l'avant avec un bon ballon en profondeur. On laisse passer côté droit. On attaque. La frappe qui est repoussée par Nicolas Pistol avant d'être dégagée par la défense. Oui, mais voilà, ce sont bien les Bretons qui vont ouvrir le score avec Sofiane Valla qui reprend ce centre de Esteban Harry. Un centre parfait, une reprise en première intention. Et le ballon qui passe sous Paul Rollet. Malheureux sur cette action. Au retour des vestiaires,
Les intentions Grandvillais sont bonnes avec côté droit, ce bon centre repris par Kenny Herbin qui vient égaliser juste au retour des vestiaires, un but partout. Voilà de quoi donner du baume au cœur aux supporters du stade Louis Dior. L'US Grandville qui continue d'attaquer côté droit avec un nouveau centre, la tête qui est repoussée par la défense et par Nicolas Pistol en corner. La dernière action du match sera au profit des joueurs de Dinan-Léon. Les Bretons qui vont s'infiltrer dans la surface de réparation. Au second poteau, cette frappe qui finit dans le petit filet. C'est un dernier frisson dans les travées du stade Louis Dior. Comme on le disait, score final 1-1. Match nul, 1-1 donc pour l'AS Villers et pour l'US Grandville. Rendez-vous dans quelques instants pour découvrir si ces points glanés pour nos deux formations normandes suffisent à avoir le sourire en ce lundi. Le choc du week-end, je vous l'ai promis il y a quelques instants, c'était bien évidemment dans le groupe B, la réception par le leader, l'US Saint-Malo de l'US Avranches, deuxième. La possibilité pour les Malouins de faire le trou en tête ou pour l'US Avranches de réduire l'écart et de relancer un semblant de suspense. Que s'est-il passé donc dans ce choc? La réponse en images. Pas de victoire donc malheureusement pour les joueurs de Michel Audrin et l'US Saint-Malo qui semaine après semaine semblent se rapprocher inéluctablement du national. Voici les conséquences de cette journée de championnat dans les groupes B et C. Une projection sur la future journée la semaine prochaine évidemment. Un point sur le classement. Petit point donc sur les résultats de cette 13e journée pour le groupe B de National 2 avec une défaite pour Avranches donc à Saint-Malo et le match nul de l'US Grandville contre Dinan-Léon. La bonne opération à noter et pour les Girondins de Bordeaux, victoire 1-0 sur la pelouse de la Roche-Vendée. Sinon il y a eu 5 matchs nuls lors de cette 13e journée. On regarde tout de suite les conséquences au classement avec les Girondins de Bordeaux qui repassent devant l'US Avranches et qui grimpent sur le podium. L'US Avranches donc 4e avec 21 points. Dans la seconde partie du classement, on retrouve toujours l'US Grandville, lanterne rouge de cette poule B. Il va falloir vite engranger des points pour les Grandvillais, peut-être dès la semaine prochaine sur la pelouse de Bourges. Une journée qui sera marquée par 3 reports. Coupe de France oblige, l'US Avranches, Stade Briochin, Girondins de Bordeaux, les Herbiers et Saumur, la Roche-Vendée se joueront plus tard. Dans le groupe C maintenant, au niveau des résultats, le leader FC Fleury 91 qui est tenu en échec à Biessem, un but partout. Alors que pendant le même temps, le FC 93 Bobigny réalise la bonne opération en Corse avec une victoire 2-1 sur la pelouse de Balagne, 3e de ce championnat. En bas du classement, l'AS Villers donc un but partout face à la lanterne rouge d'Aubervilliers. Un coup d'œil maintenant sur le classement avec le FC Fleury, donc toujours leader, mais suivi de près par Bobigny qui compte 2 points de retard, mais un match en moins. Dans la seconde partie du tableau, malheureusement, on retrouve toujours l'AS Villers dans une situation délicate et dans la zone de relégation.
Il faudra vite une victoire pour se sortir de cette zone rouge. La prochaine journée justement se jouera le 21 décembre avec 4 matchs reportés dus à la Coupe de France comme pour le groupe B. L'AS Villers se déplacera à Furiani. Le match se jouera dès le vendredi soir. Le National 2, c'est dans la boîte. On passe désormais à la partie la plus copieuse de cette émission. Évidemment, c'est le National 3. Et on va lancer ce chapitre par le groupe C avec une mission commune pour les 3 équipes normandes de cette poule. Je parle évidemment de l'AF Virois, du FC Saint-Lô et du FC Flers. Mis à part peut-être Vire, l'objectif du week-end c'était tout simplement de s'assurer de passer les fêtes de fin d'année au chaud. Hors de la zone rouge évidemment, surtout pour le FC Flers et le FC Saint-Lô. Alors est-ce que nos Normands y sont parvenus? Eh bien on voit ce qu'ils ont fait ce week-end pêle-mêle. Et attention parce qu'il y a un superbe duel entre Vannes et Vire. Relégable, juste avant cette 11e journée, le FC Saint-Lô-Manche ne compte pas passer les fêtes de fin d'année dans la zone de relégation. Et justement, la réception de l'équipe juste derrière au classement, le FC Lannion, est l'occasion de faire le trou et de se donner de l'air. Le début de match commence plutôt pas mal pour les joueurs du FC, mais rapidement, les visiteurs qui se mettent en ordre de match, on va attirer votre attention sur le jeune gardien saint-lois qui garde les cages pour cette rencontre, Antonin, le forestier, qui ne peut rien malheureusement sur cet exploit personnel de Mewan Le Boniek à la 36e minute. Le jeune gardien saint-lois qui, comme ses partenaires, se fait surprendre ici. Il réalise une excellente parade. On est en deuxième période désormais, les Saint-Lois qui doivent se mettre en ordre de marche. Il va y avoir cette parade de la part du gardien de Lannion. On va procéder en contre du côté des visiteurs bretons. À nouveau, le forestier impeccable. Les Saint-Lois, à force d'insister, beaucoup mieux dans la deuxième période, qui vont égaliser par l'ancien de l'AGECAN, Joël Lemboa, à la reprise de la tête. C'est imparable pour le portier adverse. Voilà le FC revenu au score. Les occasions qui vont se multiplier pour les Manchois, mais ce tir ne se retrouve pas cadré. Il y a ensuite ce poteau sur cette déviation de Johan Cangini pour Tony Lambard qui malheureusement ne réussit pas à cadrer. La délivrance va intervenir quelques minutes plus tard sur ce joli mouvement. La frappe enroulée à la 87e minute de Baptiste Fleury. Le FC Saint-Lô qui va s'imposer 2-1 et sortir de la zone rouge. La dernière occasion ne donnera rien. Victoire du FC Saint-Lô qui fait du bien. Pour cette 11e journée de championnat, le FC Flers avait pour objectif de se rapprocher du haut de tableau. Malheureusement, la GS Pontivy, un point derrière avant le coup d'envoi du match, va ouvrir la marque en deuxième période, 55e minute. Walid Bouaziz qui reprend de la tête, qui ne laisse aucune chance à la défense et au gardien du FC Flers. La joie des joueurs de Pontivy qui va être de courte durée. Regardez bien ce mouvement et regardez surtout bien ce but. Assurément, l'un des buts du week-end. La superbe frappe enroulée de Morgan Ardouin après un joli crochet. Morgan Ardouin qui expédie tout simplement un superbe but dans la lucarne. À ce moment-là, Flers peut envisager de ramener quelque chose de cette partie. Malheureusement, on est à 2 minutes de la fin de cette partie. Et trêve de suspense, c'est Pontivy qui va arracher la victoire de Buzyn sur ce corner repris de la tête par Johan Legal. Mauvaise opération pour le FC Flers juste avant les fêtes de fin d'année. La FE Virois, qui veut terminer son année civile 2024 en beauté, doit gagner sur la pelouse du Vannes Olympic Club, mais ce sont les joueurs du Morbihan qui vont bien débuter cette rencontre avec Julien Clémendo, lancé en profondeur, qui vient tromper Louis Deschâteaux. 7e minute de jeu et déjà 1-0 pour Vannes. La passe est parfaite, le timing l'est tout autant et la conclusion, 1-0. Et quelques minutes plus tard, il y a ce ballon qui traîne au second poteau et c'est Hugo Le Bolloc qui vient tromper Louis Deschâteaux. Le break est fait, 2-0 après 23 minutes de jeu. Plat du pied, sécurité pour Hugo Le Bolloc. Alors qu'on pense que Vannes maîtrise. Il y a un premier temps fort dans cette seconde période. À la 69e minute de jeu, après cette faute, c'est Baptiste Kershich qui est averti une seconde fois dans cette rencontre et qui est donc expulsé. Jordan Perrier se charge du coup franc, la patte gauche est parfaite, le ballon est déposé en pleine lucarne, 2-1, 72e minute de jeu.
Et les Virois qui vont continuer d'attaquer donc en supériorité numérique. Ce ballon qui est glissé pour Valentin Aumont qui égalise à la 80e minute de jeu. 2 buts partout. Les Virois qui ont renversé complètement la vapeur. On joue les dernières minutes du temps réglementaire. Un nouveau coup franc pour Jordan Perrier. Le pied gauche qui dépose cette fois le ballon pour Matteo Mendy. 89e minute de jeu. On pense que la clim est installée. Bien qu'il fasse déjà très frais en Bretagne. Matteo Mendy qui redonne l'avantage, qui donne même l'avantage à son équipe. Oui, mais voilà le match qui est loin d'être terminé. Après cette faute, il y aura plusieurs cartons distribués. Déjà un avertissement pour Baptiste Bourles, puis l'expulsion de Valentin Aumont qui était sorti, et l'expulsion de Thibaut Bouedec, pardon. Et donc les joueurs de Vannes qui sont à 9 contre 11, mais ce sont bien eux qui vont égaliser dans les dernières minutes par Victor Fablé. 3 buts partout. Alors qu'ils sont à 9 contre 11, je le répète. Nous avons eu le droit à 10 dernières minutes de folie, avec un ascenseur émotionnel pour les Virois. On se contentera de ce point du match nul. Une victoire, un match nul, une défaite, et la bonne nouvelle pour nos Normands du groupe C, c'est qu'il n'y en a aucun qui va passer la trêve hivernale dans la zone rouge. Le FC Flers est juste au-dessus de la ligne de flottaison. On découvre ça en détail dans quelques instants lorsqu'on fera le bilan général du National 3. On passe désormais au groupe D avec le choc incontestable du week-end, la réception par le SUDIF Cabourg du CMS Wassel, les deux formations les plus fringantes côté normand dans le groupe D. Le SUDIF Cabourg qui prépare un rendez-vous de Coupe de France en 32e de finale et un CMS Wassel qui a faim de victoire forcément après avoir été tenu en échec sur son terrain par le Grand Quevilly FC. Thomas Bez nous raconte ce choc 100% normand. Le SUDIF Cabourg qui veut terminer son année 2024 en beauté doit se concentrer sur le championnat et la réception du CMS Wassel avant de se plonger dans son 8e de finale de Coupe de France à Heurtematte. Et ce sont les joueurs de Draman Dillin qui vont prendre les commandes rapidement dans cette rencontre. 5 minutes de jeu, ce ballon qui est donné côté gauche. Le centre est parfait pour la tête d'Adama Sidibé, le buteur maison qui ouvre le score dans les premiers instants de ce derby normand. Quelques minutes plus tard, on retrouve Adama Sidibé avec ce ballon pour Jovan Landre qui est repoussé par Max Verrier. La réaction d'Edivé avec ce bon crochet, la frappe de Mahmoud El Wakil qui est bien repoussée également. On retourne dans la surface d'Ivez avec Adama Sidibé au second poteau. C'est parfait pour Ibrahima Samoura à la 45e minute de jeu. Wassel qui fait le break. On revoit le but au ralenti avec la passe de Adama Sidibé. On laisse passer ce ballon volontairement ou involontairement, ça on ne le saura pas. Au retour des vestiaires, la pluie et le vent qui s'invitent lors de la rencontre. Et il va y avoir une pluie d'occasion également sur les buts d'Axel Temperton avec ce coup franc de Mathis Kessol qui cherchait la lucarne. Et ce beau jeu avec Alexis Jeanne dans la surface de réparation qui est repris. Mahmoud El Wakil s'est repoussé par le poteau, mais c'est Alban Bekombo qui a bien suivi et qui réduit le score pour le SUDIF Cabourg. 2-1 donc dans cette partie qui est loin d'être terminée. Les Divés qui vont continuer d'attaquer avec Diaz Bokuma, acte 1, la frappe qui est repoussée par Axel Temperton. Diaz Bokuma, acte 2 avec ce petit piqué qui va au fond défiler, mais c'est une position de hors-jeu qui est signalée, le but est annulé. Et c'est sur un corner, on n'arrive pas à se dégager. Le ballon qui est récupéré dans la surface de réparation. L'attaquant de Wassel qui n'est pas attaqué. Et c'est Ashraf Bootcamp donc qui redonne 2 buts d'avance
au CMS Wassel alors qu'on réclamait une faute. On le voit, hein, l'attaquant qui n'est pas attaqué par la défense un petit peu attentive sur cette action. Div qui va continuer d'attaquer avec ce ballon dans la surface de réparation, mais le bon retour de la défense. Il y aura aussi l'occasion pour Wassel d'aggraver le score avec Ashraf Bootcamp dans la surface de réparation. La frappe, l'envolée de Max Verrier, s'est sauvé sur la ligne par la défense. On joue les dernières minutes de cette rencontre. Un nouveau centre. Le ballon qui est repoussé. Ça revient dans les pieds de Alexis Jeanne. La frappe qui est déviée et qui finit au fond des filets. 3-2. Tout est encore possible pour le SU Div Cabourg. On revoit l'enchaînement. Le petit contrôle et la frappe qui est déviée et qui vient tromper Temperton. Une dernière occasion pour les Divés avec ce ballon dans la surface de réparation. On remet le ballon dans la boîte, mais c'est facilement capté et on en restera là. Victoire importante du CMS Wassel, 3-2 à Hortemat. La belle victoire du CMS Wassel, le SU Div Cabourg qui pouvait sans doute espérer mieux, qui peut désormais se tourner pleinement vers la Coupe de France. Bonne chance à Philippe Clément, à Julien Le Pen et à tous leurs joueurs. On se tourne désormais vers un groupement de matchs. On va regarder pêle-mêle ce qui s'est passé dans le reste de la poule avec une attention particulière sur le rendez-vous d'importance du Grand Quevilly FC qui recevait l'AS Chatou avec l'objectif peut-être de laisser la place de Lanterne Rouge aux Catoviens. Focus également sur le retour de Vincent Legnaud au stade Jacques Fould à Alençon avec un sacré menu cependant avec la réception de Saint-Ouen-l'Aumône. L'US Alençonnaise qui a repris des couleurs face au PTT et après sa belle victoire reçoit une des meilleures formations de ce groupe D de National 3, Saint-Ouen-l'Aumône, et c'est les joueurs franciliens qui vont ouvrir le score à la 25e minute de jeu par leur numéro 8 Zoumana Dosso qui reprend ce ballon repoussé une première fois par Romain Anquincan mais libre de tout marquage, le numéro 8 de Saint-Ouen qui vient ouvrir le score, et ce numéro 8 une nouvelle fois libre de tout marquage à la 50e minute de jeu reprend ce ballon suite à un corner. La reprise, le contrôle, reprise pied gauche est parfait au ras du poteau. Romain Anquincan qui n'y peut rien. Et sur une nouvelle contre-attaque, c'est les joueurs de Saint-Ouen et c'est Manuel Semedo qui résiste à la défense et qui vient tromper le gardien 2 minutes à peine après le 2-0. Voilà le break qui est fait, 3-0. Le score ne bougera plus. On en vient à présent à un choc extrêmement important dans le bas de tableau. Le Grand Quevilly FC qui recevait l'AS Chatou. Le Grand Quevilly avec une seule victoire au compteur devait s'imposer contre un autre mal classé de ce championnat. Et vous allez le voir pour les tangos, les choses qui vont bien démarrer avec cette ouverture du score à la 30e minute signée Elton Boketsu, l'ancien nébroïcien qui jaillit au milieu de la défense catovienne et qui permet au GQFC de prendre les devants. Quelques minutes plus tard, décomplexés par cette ouverture du score, les joueurs du Grand Quevilly sont encore à l'attaque. Il va y avoir 7 fautes en position de dernier défenseur, annulation d'une occasion de but. Le carton rouge est brandi sur le coup franc qui suit. Il n'y a pas but, mais désormais le Grand Quevilly FC avec une avance d'un but au compteur va évoluer tout simplement en supériorité numérique jusqu'à la fin de la partie. La réaction des joueurs de région parisienne avec cette frappe non cadrée. On est désormais à la 40e minute et il va y avoir ce rush formidable côté droit de la part des Sénomarins. Et vous voyez cet appel dans l'axe de Maguette Samb qui va être servi sur un plateau. La reprise en extension, Maguette Samb qui inscrit un nouveau but dans ce championnat. C'est son 5e personnel et le Grand Quevilly FC qui fait le trou juste avant la pause. Au retour du vestiaire, les locaux vont tenter de tripler la mise, de se mettre définitivement à l'abri, mais malgré l'infériorité numérique, c'est finalement Chatou qui domine les débats. Ici, il faut une parade de la part du gardien du GQFC. Thomas Sanglier, le portier de Grand Quevilly, qui va devoir s'employer ici sur
cette intervention aérienne et plus tard il ne pourra malheureusement rien. Cette balle qui ricoche sur la barre transversale et la reprise de Mamoudou sorti du banc qui permet à l'AS Chatou de relancer le suspense. Les joueurs du GQFC qui se mettent dans la difficulté, il faut une belle parade de la part du mur, appelons ça comme ça, pour empêcher ce coup franc de faire mouche. Finalement ils vont tenir, les joueurs du GQFC, et s'imposer pour la deuxième fois. Ils ne sont plus lanterne rouge de ce championnat. Le Stade Malherbe de Caen qui, une fois n'est pas coutume, reçoit au stade Claude Mercier de Venoix, va très bien débuter cette rencontre face à l'Inas Montlhéry avec cette frappe de Joël Matondo, une frappe imparable pour l'ouverture du score, 1-0. Et quelques minutes plus tard, bien aidé par cette mauvaise relance de la défense, on retrouve l'attaque caennaise conclue par Ilyas Miraoui. Le break est fait après 26 minutes de jeu, 2-0 pour la réserve du Stade Malherbe de Caen. Au retour des vestiaires, les joueurs de l'Inas qui vont réduire le score sur ce coup franc repris par le numéro 4 Ibrahim Biré. 2-1. L'Inas qui a peut-être de quoi faire douter les Malherbistes, mais après ce tacle de Séné, c'est le carton rouge qui est directement sorti par Monsieur Robert, arbitre de cette rencontre. De quoi faciliter les choses pour les Canets, et Adama Timera qui reprend ce ballon avec une petite roulette. L'enchaînement est parfait, la conclusion du pied gauche qui redonne 2 buts d'avance aux Malherbistes. On retrouve Ilyas Miraoui, déjà buteur dans cette rencontre dans les dernières minutes, avec cette frappe qui est repoussée. Une deuxième tentative, non, la passe en retrait. Le ballon qui est repoussé, mais a-t-il franchi? Oui, c'est bien Julius Gomis qui vient inscrire ce 4e but pour la réserve du Stade Malherbe. On a bien l'impression que le ballon a franchi la ligne entièrement. Score final 4-1 pour les jeunes malherbistes. Laurent Dufour et ses joueurs de la SPTT Caen en mission du côté de Bretigny. L'objectif, oublier ce revers 3-0 concédé à domicile face à l'US Alençon. Ça commence malheureusement mal face à une équipe plutôt à droite sur coup de pied arrêté. Ce coup franc est mal repris par la défense caennaise. En revanche, Flavio Cordero réussit à propulser le ballon au fond. Défilé, ça commence mal, 22e minute, et voilà déjà les Postiers menés. On est désormais en deuxième période et c'est paradoxalement un match où ils sont menés, mais un match où ils sont fringants, les Postiers. Il va y avoir cette situation confuse dans la surface. Le but d'Evan Olivier qui malheureusement va être refusé pour une position de hors-jeu. On a vu ce drapeau se lever très rapidement. Les Canets qui vont donc tenter de s'en remettre à des coups de pied arrêtés. On n'est pas loin sur celui-ci de voir l'égalisation des joueurs en jaune qui font le jeu, qui selon leur entraîneur Laurent Dufour, ont livré l'une de leurs meilleures prestations collectives. Malheureusement, ils ont beau essayer de revenir au score, ça ne fonctionne pas. On est désormais dans le temps additionnel et à force de se livrer, les Canets qui se font cueillir avec ce but du 2-0 de Chekne Samassa. Avec ce revers 2-0, les joueurs de la SPTT Caen vont passer les fêtes de fin d'année dans la zone de relégation. Un dernier mot dans cette poule D avec la réception par l'AG Caen du leader, le FC Borgo, au stade de Venoix. Ça, c'était vendredi soir. L'AG Caen qui va plutôt mieux depuis quelques semaines, et c'est à nouveau notable puisque face au leader, l'AG Caen a obtenu à domicile un point plutôt intéressant, 0-0. Vous voyez ici quelques situations sur phase arrêtée. L'AG Caen qui a posé quelques problèmes aux joueurs corses et qui va passer, en ce qui la concerne, les fêtes de fin d'année au-dessus de la ligne de flottaison. Et il nous reste un dernier match à vous montrer dans cet épisode, pas le moins intéressant puisqu'il concerne le FC Dieppe dans le groupe E de National 3 sur une série de 4 victoires consécutives. Les Dieppois recevaient ce week-end la réserve du RC Lens au stade Jean Dasnias avec une possibilité en cas de victoire et en fonction des autres résultats, la possibilité peut-être de prendre la tête du groupe et de passer les fêtes de Noël dans la peau du leader. Est-ce que les Dieppois ont réussi leur mission? On voit ça en images. Les joueurs de Djilali Bekar qui reçoivent la réserve des 100 et or au stade Jean Dasnias dans une ambiance toujours acquis à la cause des harengs. Et ce sont d'ailleurs les Dieppois qui vont se procurer la première opportunité avec ce ballon dans la surface de réparation. La frappe qui est contrée et qui passe juste au-dessus de la cage de Adam Delplace.
Et quelques minutes plus tard, c'est une nouvelle attaque côté gauche avec ce ballon qui est repris par la défense lensoise, mais mal dégagé. Il semble être contré par l'attaquant diepois. La récupération, en tout cas, est pour les Harengs avec ce bon ballon côté droit, le centre en retrait, la reprise qui frôle le cadre et la barre transversale lensoise. Mais attention aux Diepois à pas se faire avoir sur des contre-attaques avec ce ballon qui est récupéré par l'attaque lensoise. Ça va très vite d'un camp à l'autre. Le ballon dans la surface de réparation, la frappe qui s'envole. Au retour des vestiaires, c'est un penalty transformé par Orhan Sertoglou pour ouvrir le score. 64e minute de jeu, 1-0 pour le FC Dieppe. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire et il y a ce corner, le ballon qui traîne dans la surface de réparation et Batissa Nink Mendes qui double la mise. Dos au but, il arrive à reprendre ce ballon et à le déposer dans le petit filet. C'est magnifique, 2-0 pour le FC Dieppe. On en restera sur ce score, le tableau d'affichage qui ne va plus bouger jusqu'à la fin de la rencontre et on retrouve le coach Djilali Béccar, tout sourire en conférence de presse. Clairement, dans plein de domaines, au niveau de l'attitude qu'on a eue, l'impact, l'agressivité, on a montré, alors qu'on est une équipe jeune, on a montré beaucoup d'autorité dans cette partie. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est ce que je leur avais demandé avant le match. C'est que pour battre ces équipes-là, à un moment, il faut aussi, chez nous, montrer qu'il n'y aura rien à espérer. Et c'est ce qui nous avait manqué un peu contre Valenciennes, notamment, où on avait lâché un peu l'emprise. On a eu des petits temps faibles, mais tout le monde a sorti vraiment une grosse partie, et avec un peu plus de justesse. Je pense que, on aurait pu débloquer le match avant, mais le scénario, il y a tout à garder. Formidable succès des joueurs de Djilali Béccar qui ont réussi leur mission, 5 victoires de suite pour terminer l'année 2024 et une première place à la clé. On regarde dans le détail, poule par poule, le bilan du week-end, les classements avant les fêtes de fin d'année et une projection sur la future journée, la première de l'année 2025. Beaucoup d'enseignements à tirer dans cette 11e journée du championnat national 3. Victoire importante du FC Saint-Lô, défaite de Flers et match nul. Fleuve de Vire du côté de Vannes au classement avant Noël. Vire est sur le podium à 3 points du leader Guingampé. Pas de traces dans cette première partie du tableau de nos autres pensionnaires normands, mais la bonne nouvelle, on vous l'annonçait il y a quelques instants, c'est que ni le FC Flers ni le FC Saint-Lô ne sont en position de relégable. Flers qui est le premier non relégable, Saint-Lô qui a pris un petit peu d'air, mais ça reste extrêmement serré. Rendez-vous en 2025 pour retrouver nos formations. On aura un sacré rendez-vous. Vire affrontera Pontivy à domicile et surtout deuxième derby normand de ce groupe C avec la réception par Saint-Lô du FC Flers. On passe au résultat du groupe D, le succès importantissime du CMS Oissel sur la pelouse du SU d'If Cabourg 3-2. Victoire importante également pour le Grand Queville FC à domicile contre Chatou et pour Malherbe face à l'INA Montlhéry. 0-0 pour l'AG Caen face à Borgo et les défaites de l'US Alençon et de l'ASPTT Caen. Au classement, on ne retrouve plus qu'une seule formation normande dans la première partie de tableau, c'est le CMS Oissel qui se trouve à seulement 2 points à nombre de matchs égal joués du leader de l'AS Saint-Ouen. Le FC Borgo a un match en retard à jouer et pourrait prendre la tête virtuellement. Là où le bas blesse dans ce groupe, c'est que quasiment tous les Normands sont dans la deuxième partie de tableau, exception faite de l'AS Chatou Lanterne Rouge. Belle opération néanmoins pour le Grand Queville FC et pour le Stade Malherbe de Caen. On parle de la réserve. Rendez-vous pour la réserve de Malherbe justement à Oissel le week-end du 11 et 12 janvier pour le seul derby normand du week-end. L'AG Caen, le SU d'If Cabourg, l'US Alençon et le Grand Queville FC seront en déplacement à l'INA Montlhéry, Chatou, Bretigny et la réserve d'Ajaccio. L'ASPTT Caen recevra une autre réserve, celle du Sporting Club de Bastia. Le groupe E, à présent, la belle victoire du FC Dieppe face à Lens, couplée au nul de Croix et à la défaite du LOSC du côté du Pays de Cassel, qui permet à Dieppe de prendre seul les commandes du groupe avec 2 points d'avance sur Croix et sur le LOSC. Superbe opération des Harengs, 5 victoires de rang dans le championnat.
on le rappelle. Voici le reste du classement. Ils ont pris aussi leur distance sur la zone rouge, les hommes de Djilali Bekar. Ils ont tout bon en cette fin d'année 2024. On les retrouvera en 2025 à l'extérieur du côté de Saint-Quentin. On aura plaisir à suivre et à voir jusqu'où cette série de victoires pourra s'étirer. Le programme de la semaine prochaine, vous voyez que Granville et l'AS Villers seront en déplacement en National 2, réception de l'INAS Montlhéry par le Grand Quevilly FC. On tâchera de vous montrer un maximum d'images sur nos réseaux sociaux. Un petit regard sur le classement des buteurs également, puisque ça a bougé ce week-end parmi nos meilleurs artilleurs régionaux. Et dans un week-end où nos 3 clubs normands n'ont inscrit que 2 buts, vous imaginez bien que le classement des buteurs n'a pas énormément évolué, mais Oumar Conté fait désormais partie des 3 joueurs à la poursuite de Mickaël Latour, crédité de 4 buts. Oumar Conté, Noam Mpemba et Idrissa Seydi, donc auteur de 4 buts depuis le début du championnat. Du côté du National 3, en revanche, ça a énormément bougé puisque quasiment tous les joueurs du haut de tableau ont marqué. Matteo Mendy, Adama Sidibé, Baptiste Fleury, Maguette Samp, Oran Sertoglou, Ibrahima Samoura ont tous inscrit un nouveau but. Le classement toujours dominé par Matteo Mendy et Adama Sidibé que vous avez ici en illustration. Évidemment, on reparle de ce match la semaine prochaine. Le Grand Quevilly FC aura un match en retard à jouer avec la réception de l'INAS Montlhéry. On essaiera de se procurer les images et de vous faire découvrir le résumé du match. Peut-être que les tangos vont réussir la passe de 2 pour boucler cette année 2024. Voilà, on était complet sur cet épisode. Merci encore une fois à nos contributeurs. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pour cette dernière, je vous propose qu'on se lance un défi. On essaie de faire un carton en termes de vues, en termes de partage. Donc partagez donc cet épisode autour de vous, c'est important pour qu'on puisse continuer nos opérations et qu'on reparte en pleine forme en 2025. En tout cas, ce que je vais vous souhaiter à toutes et à tous, c'est de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année, on se retrouve en pleine forme en 2025 et n'oubliez pas de rester quand même attentif. Footnormand.fr ne s'arrête pas pendant les fêtes, on a pas mal de petites choses à vous proposer pour les fidèles du débrief. Je vous dis d'ores et déjà à l'année prochaine, allez salut!